Je vais aller rester comme ça. Si tu vas me... La pression. La pression est terrible là. Bon, d'abord merci à tous d'être venus. On est quasiment complet puisqu'il n'y a que Frédéric qui travaille aujourd'hui, qui est infirmier libéral, qui a se commandé. Voilà, donc c'est en souvenir du grand-père Chéri qui se retrouve. Alors ce grand-père Chéri, je vais l'évoquer parce que finalement son souvenir commence un peu à se dissiper. Il est mort il y a 100 ans. Voilà. Donc c'est l'occasion de se retrouver. Il est mort en 1918. Et donc, il a exactement 100 ans, ce qui fait que maintenant, les gens qui l'ont connu directement n'existent plus. La dernière, c'est Madeleine, qui se souvient un petit peu de lui, qui est morte en 2010. Et son dernier petit-fils, Michel Couteau, est décédé l'an dernier, en 1917. Donc, c'était en 2017, voilà, et donc presque 100 ans après lui. Ce qui fait que c'est vrai que maintenant, il faut entretenir un peu ce souvenir de grand-père Chéri, pour en dire quelques mots. Voilà, pour un peu que les descendants se rappellent de sa personne. Alors, quand j'étais petit, on parlait beaucoup de ce grand-père Chéri, et c'est vrai que ça m'intriguait, ce prénom même de Chéri, ça m'a fasciné un peu. Sur sa tombe, c'est marqué Chéri Pio, avec une erreur d'ailleurs, on dit qu'il est mort le 29 mai, en fait c'est le 19 mai, et ce jour-là, avec Loïc, nous sommes allés nous incliner pour le centenaire, au jour même, du centenaire de la mort du grand-père Chéri. Voilà. Et on a tous pensé à vous, d'ailleurs, c'était un peu, on vous représentait tous. Alors ce grand-père Chéri, voilà, ce qui visiblement frappait tous ceux qu'il avait connus, à l'époque il y avait encore certains de ses enfants, tous ses petits-enfants qu'il avait connus, et visiblement c'était une personnalité hors du commun, qui fascinait, tous m'en parlaient, et avec en quelque sorte du trémolo dans la voix, le grand-père Chéri, c'était le personnage vraiment qui avait marqué leur enfance. Et du coup, il était devenu mythique, hein, c'est un peu un mythe le grand-père Chéri, et ça m'a beaucoup frappé, fasciné. Alors j'ai assez vite compris que son vrai prénom était Jean-Baptiste, et je vais s'appeler mon fils Jean-Baptiste, c'est pas hasard quand même. Et Chéri, c'est donc une sorte de surnom, c'est ce que j'ai dit également par mon grand artiste. J'ai appris qu'il avait fait le Tour de France, il était compagnon du devoir, charpentier, et qu'il avait construit beaucoup de maisons au pont, en particulier, donc je vous recommande d'aller le voir, l'escalier de l'entrée de ma maison a été fait par Chéri. Et ça, on le savait dans la famille, mon grand-père avait acheté la maison, sachant que son père avait fait l'escalier. Donc il y avait là des liens directs. Il semble que cette charpente également ait été faite par Chéri aussi. Voilà. Donc c'était un artisan qui avait une forte personnalité et qui a donc marqué l'enfance de beaucoup de nos prédécesseurs. Et puis c'est le lien commun entre nous tous. Et là je remercie Olivier d'avoir fait cet arbre qui est une sculpture, puisque en remontant le fil, vous retrouverez, vous avez tous votre petite feuille, en remontant, on arrive à la souche commune. Oui. Oui, alors il y a un code couleur, fait Olivier, donc tous ceux qui sont en bleu, c'est les enfants de Chéri, tous ceux qui sont en vert, c'est les petits-enfants de Chéri, tous ceux qui sont en mauve, c'est les arrière-petits-enfants, et puis ensuite il y a le jaune, les arrière-arrière-petits-enfants, et le mauve clair, les arrière-arrière-arrière-petits-enfants, et on termine avec les enfants d'Arthur ici présents, qui sont les arrière-arrière-arrière-petits-enfants de Chéri. Et c'est vrai que pour Morgane, par exemple, où vous avez dit, eh bien, Chéri, c'est l'arrière-grand-père de leur arrière-grand-mère, ça commence à devenir très éloigné pour eux. C'est très éloigné. Voilà. Alors, donc ça fait le point de départ, et quand je commençais à interroger sur Chéri, on me disait qu'il avait un grand-père qui était mort dans les guerres de Napoléon, à la Bérésina. On me disait que sa mère était une Regnault, et visiblement son nom de Regnault comptait beaucoup. Et puis, je comprenais qu'il avait beaucoup d'enfants. Et nous sommes tous issus de ces enfants différents. Il y a eu 9 enfants. 2 sont morts petits. Gustave, qui est mort à 5 ans et demi d'une insolation. Il aidait son père à travailler au moulin, et puis il avait jeûné entre les 2 maisons, et il a eu une insolation, et visiblement ça a beaucoup meurtri la famille. Et puis il y a une petite Marie qui est morte de la rougeole à l'âge d'1 an. Et sinon, il y a eu 7 enfants adultes qui sont tous en photo sur la photo de mariage de Fernande en 1910. C'est la seule photo, ils sont tous représentés. Et nous descendons tous d'un de ces 7 enfants. Alors, l'aîné s'appelait Henri, sa branche Saïtin, c'est celle qui avait le gîte, Jeanne. Il n'a eu que 2 enfants, Henriette, et puis ils n'ont pas eu d'enfants.
Et ensuite, la deuxième, c'est Gabrielle, qui s'est mariée jeune. Alors, Gabrielle, c'est la fuite vers l'avenir, puisque les générations se succèdent rapidement. Et donc, Gisèle, c'était ma cousine issue de Germaine, était beaucoup plus âgée, Gisèle n'est plus, mais ses deux filles sont là, Marie-Thérèse et Sylvie, représentant Gisèle. Puis la descendance de Sylvie est représentée aujourd'hui par Arthur, voilà, ses enfants. Et puis, il y a donc la branche de Frédéric qui est décédé à la guerre en 1914, qui a été évidemment un traumatisme pour les parents qui étaient vivants à l'époque, d'autant que Frédéric vivait avec eux, et Frédéric est mort à 30 ans. On sait que ça a été un deuil profond pour la famille, d'autant plus qu'on n'a pas retrouvé le corps de Frédéric. On sait que les psychologues le savent, quand on ne peut pas faire son deuil, quand le corps manque, eh bien c'est un traumatisme encore plus profond. Et on en reparlera, c'est un traumatisme qui a duré dans la famille jusqu'à la naissance d'un autre Frédéric, quelques décennies plus tard, et Alain avait été très marqué par cet oncle qu'il n'avait pas connu, mais dans l'ombre duquel il a été élevé en quelque sorte. Ensuite, il y a Fernande, donc Fernande qui est l'ancêtre de Jean-Pierre et Joseph, tous les deux présents, la grand-mère de Jean-Pierre et Joseph qui sont présents. Il y a ensuite Albert qui était garde républicain à Paris, qui est mon grand-père, et qui est le grand-père de ma sœur, donc ma sœur est présentée par mes trois nièces qui sont présentes. Et puis il y a enfin Fernand qui a eu Alain, et Alain est présenté par Hélène, sa femme, et Françoise et Loïc, et donc Frédéric n'a pas pu venir aujourd'hui. Et puis la dernière, c'est Marie, qui a eu Michel Fuseau, donc, et Marie-Charles et Juliane, voilà, qui eux sont beaucoup plus jeunes évidemment que les autres, puisque entre les aînés et les cadets, il y a plus de 20 ans de différence. Entre Gabrielle et sa jeune sœur, il y avait exactement 20 ans d'écart, ce qui fait qu'en fait, Marie était amie de sa nièce, qui avait un an d'écart. Marie et Marguerite, la grand-mère de Sylvie, étaient très amies, elles avaient un an d'écart, mais elles étaient nièces et sœurs. Voilà pour la famille de Chéri, et c'est pour ça que ce tableau est si long à construire, à cause de toutes ces branches, mais là je pense que maintenant vous repérez comment on se lie les uns aux autres. Alors, sur la vie de Chéri, je l'ai enquêté, puis après j'ai essayé de recouper par rapport à ce qu'on m'avait dit, et il y a des choses qui revenaient souvent, on parlait de l'auberge, il l'a confirmé, c'est aussi dans ses souvenirs, on parlait tout le temps de l'auberge, donc c'était une charpentier, elle tenait une auberge, et ça revenait beaucoup, ça m'avait un peu intrigué. Enfin, on me parlait d'une famille de Biard, qui visiblement avait joué un rôle important. On me parlait du père Blanc, le père Blanc. Qui était ce père Blanc? J'ai essayé aussi de le savoir. Et puis enfin, et donc ça c'était lié à la femme de Marie, du grand-père Chéri, du côté de Marie Lognon, son épouse. Il y avait ces noms qui revenaient, qui visiblement avaient aussi beaucoup compté dans la mémoire familiale. Alors, voilà donc les bases en quelque sorte, et on va essayer de reconstituer ça. Donc j'ai fait des recherches, ça c'est pas très difficile. Donc le grand-père Chéri est né à Mazerolle, au bourg de Mazerolle, en 1846. Donc son vrai prénom c'est Jean-Baptiste. Et ce prénom, ce surnom de Chéri, son fils Fernand m'avait dit que c'était le préféré de sa mère. Il appelait le petit Chéri. Alors j'ai longtemps cru ça. Mais je crois que c'est faux. Bon, j'aimerais bien que ce soit vrai, mais je crois que c'est faux. C'est tout simplement un autre prénom. Il y avait des Chéris à l'époque. J'ai trouvé un Chéri Bardot, un Chéri Maupin. Et donc il y a eu une mode du prénom Chéri vers 1850. Et en fait, dans cette époque, on avait un prénom officiel et puis un prénom familial. Et c'était une façon de se démarquer un peu de l'administration. Et donc tout simplement, c'était un prénom familial, Chéri. Et puis cette mode a disparu très vite. Et du coup, on ne comprend plus ce prénom qui était en réalité tout simplement assez usuel dans les années 1850. Alors, il est le cinquième d'une famille nombreuse. Il est issu d'un fils lui-même charpentier qui s'appelait Pierre Dion. Et Pierre Dion était venu d'Usson. Ça, on me l'avait dit quand même, les Dion venaient d'Usson, donc je confirme. Et très anciennement, la famille Dion est originaire d'Usson du Poitou. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à 20 km d'ici, c'est en direction de Civray. Donc je pense que Pauline y passe quotidiennement, voilà, tu passes tous les jours dans le pays de tes ancêtres. Et donc c'est le berceau des Dion. Et voilà, là vraiment, remontons plus loin, je trouve, même fin 16e siècle, ils sont là. Donc c'est la souche. Et Pierre Dion a quitté Usson, et du coup, en quittant Usson, son nom s'est transformé. En réalité, c'est Dion. Les gens disent Dion. Dion, on l'appelle Dion. Et c'est devenu Dion, D-I-O-N. Alors en fait, c'est Dion à l'origine. Notre vrai nom, c'est Dion. Ce qui m'a un peu déçu quand je l'ai découvert, parce que je préfère Dion, mais... Voilà, et donc nos ancêtres s'appelaient Dion à Usson du Poitou. Et en venant, voilà, en faisant 20 km, il a changé de nom. Ce qui est drôle, c'est que son propre frère continuait sa vie de Dion. Nous avions des cousins de Dion.
Et quand j'ai fait la réunion en 1980, j'ai voulu retrouver tous les cousins descendants, les cousins de Jean-Baptiste, des Guillons et des Dions. Et même Annaud avait écrit sur le livre d'or, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre entre les Guillons et les Dions. Il y avait des branches, je me souviens encore, il y avait des branches différentes, mais qui étaient d'une origine commune. Alors Pierre s'est installé, visiblement il a tout laissé, son père a eu beaucoup d'enfants lui-même, et visiblement son père était assez modeste et pauvre. Il a fait un mariage d'amour, alors j'en ai la preuve, parce que leur enfant est né 5 mois après le mariage. C'est quand même signe, voilà, on va s'arrêter là, mais enfin, ils sont très bien entendus très vite. Ils sont restés 50 ans mariés, donc pour l'époque c'était quand même hors du commun. Et ils ont eu 7 enfants, et 7 enfants qui ont tous vécu, aucun mort en bas âge. Donc le grand-père Chéri a vécu dans une famille heureuse, de toute évidence. Lui-même d'ailleurs a reproduit ce modèle, il a eu beaucoup d'enfants, et ça c'est une première indication d'une enfance plutôt heureuse. Deuxième indication, c'est une famille qui veut se reconstituer. Lui, Pierre Dion, est assez modeste. Sa femme a dû renoncer aux biens de ses ancêtres. Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Donc c'est une famille qui part de zéro. Ils arrivent à se reconstituer un petit bien. Ils ont une maison à Mazerolles, des champs. Donc c'est un couple qui en veut en quelque sorte. C'est dans un milieu assez entreprenant dans lequel Chéri a été élevé. Alors en effet, c'est sa mère qui est de Mazerolles, donc c'est par sa mère que nous sommes de Mazerolles. C'est Jeanne Regnault. Et Jeanne Regnault a connu un drame dans sa vie d'enfant. Son père était joueur, ça je le suis par tradition orale par les cousins d'Aventon. Il jouait aux cartes. Il a tellement joué aux cartes alors qu'il était un petit notable, c'est le fils du maire du village. Il avait un petit moulin, il avait épousé une héritière plutôt assez aisée de Civaux. Eh bien, il a tout perdu aux cartes. Et pour payer ses dettes, il s'est vendu. C'est-à-dire qu'on pouvait payer un remplaçant au temps des guerres de l'Empire, et il a pris la place d'un autre. Il a pris la place d'un autre, et donc on lui a donné de l'argent en contrepartie, qui a permis de payer les dettes, je pense, de jeu. Et lui est parti à l'armée, il n'en est pas revenu. Et on me disait qu'il était mort à la Bérésina. Et j'ai retrouvé dans les archives militaires à Vincennes qu'en effet, il est mort disparu le 28 novembre 1912, ce qui est la date de la Bérésina. Donc Jeanne Regnault a été élevée sans son père. Elle est née en 1910. Elle n'a pas connu son père est parti quand elle était bébé, et il n'est jamais revenu. Simplement, comme il y avait des dettes encore à payer, la mère a fait croire que le père pouvait revenir, puisque tant que le père pouvait revenir, les dettes, on pouvait les repousser. Et on voit bien dans les actes qu'on entretient le doute sur la mort du père. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'acte officiel, il n'y a pas eu d'acte dans les archives de Vincennes pour trouver. À la mairie de Mazerolles, il n'y a pas d'acte de décès reproduit du père mort dans les armées de Napoléon. Donc la mère de Chéri a été élevée dans l'attente d'un père. Voilà, clairement, en espérant que ce père revienne, et il n'est jamais revenu, bien sûr. Et je pense que ça a pesé sur l'éducation qu'elle a donnée aux enfants, d'avoir été élevés dans ces conditions-là. Sur le plan politique, on peut commencer à deviner des choix politiques. De toute évidence, les parents de Chéri appartiennent plutôt à un milieu conservateur. Les Regnault sont très catholiques. L'un des membres est sacristain de l'église, donc ça veut dire qu'il ouvre l'église, il organise des cérémonies. Il s'appelle Jean Regnault, j'ai même retrouvé sa photo. Et cet homme a été menuisier. On peut penser qu'il a beaucoup compté dans la vie de Chéri, puisqu'il était menuisier au bourg de Mazerolles. Et donc, je pense que ces Regnault ont pesé beaucoup dans l'imaginaire de Chéri. D'ailleurs, dans les cartes postales qu'on retrouve, il y a beaucoup de liens avec les Regnault. Les Regnault jouent un rôle très important. Les descendants de ce Jean Regnault, sacristain à Mazerolles, visiblement ont été un lien très fort pour Chéri. Et donc c'est un milieu plutôt catholique, semble-t-il très croyant, et assez hostile aux idées nouvelles. J'en veux pour preuve que Pierre Dion et Jeanne Regnault ont appelé leurs deux fils aînés Louis et Henri. Ils sont nés en 1833 et 1835. Or, Louis et Henri, c'est pas neutre politiquement, c'est le nom des vieux rois, des rois pour les légitimistes. À l'époque, c'est Louis-Philippe qui règne, et Louis-Philippe a pris la place, entre guillemets, du roi Charles X, dont l'héritier s'appelait Henri. Voilà. Donc le choix du prénom me paraît assez clair, même s'il y avait dans la famille de Louis et Henri, c'est une logique familiale. Il me semble qu'il y a des milieux dans lesquels Jean Chéri a été élevé, c'est plutôt royal. Et enfin, dernière indication, il a appris à lire chez un curé. Il était élevé chez le curé du Sac. C'est là où il avait il n'y a pas encore d'école en 1846, il n'y a pas encore d'école publique. Et c'est chez le curé du Sac, ça son fils me l'avait dit, Fernand, qu'il a été un moment en pension, et donc visiblement pour apprendre à lire et à écrire. Alors par la suite, Chéri va semble-t-il un peu rompre avec ce milieu familial, sans rompre des liens avec ses frères et sœurs, mais en prenant un peu
peu évidente. Alors, pour terminer sur son enfance, on va parler de ses frères et de ses sœurs, après on parlera de chez les Duel. Alors les frères et sœurs, il y en a 6, c'est beaucoup, et on m'avait toujours dit qu'il y en avait 2 qui étaient morts jeunes. Donc tous les enfants sont arrivés à l'âge adulte, mais 2 sont morts jeunes. Le frère Henri était mort, et on me disait qu'il était chef de rayon dans les grands magasins à Paris, sous le Second Empire, et que s'il avait vécu, il aurait fait la fortune de la famille. Voilà. Et Henri, cet Henri Dion, était un peu mythique. Et puis on avait un autre, on disait, il est mort dans la guerre 70, la guerre contre la Prusse, puis contre l'Allemagne, et finalement, Fernand m'avait dit, il est mort de la picote. La picote, c'est la variole, une maladie actuellement éradiquée, et il me disait, on l'avait trempé dans des grands bains d'eau froide, ils étaient plusieurs, et on n'avait pas pu les sauver. Bon. Et j'ai là encore pas de l'acte de décès transmis à la mairie de Mazerolles. Où était-il mort? Bon, c'était un mystère pour moi que ce frère mort. Alors, j'ai pu les identifier. Henri était né en 1835, et celui qui est mort à la guerre de 70 se prénommait Stanislas, un prénom un peu courant, Stanislas Dion, et visiblement en famille il était appelé Benjamin, donc toujours 2 prénoms, Jean-Baptiste Ferry, Stanislas Benjamin, et Benjamin, donc j'ai retrouvé quelques traces de lui, mais il disparaît en effet en 1870, mais je ne savais pas où. Et pour aller vite, Henri, j'ai pu retrouver exactement, j'ai reconstitué sa carrière. Il a été d'abord employé comme domestique au château de Lomézé, qui est à 9 km d'ici, une famille assez aisée, qui est de notables, députés, sénateurs, la famille de Robert de Beauchamp, qui avait employé Henri comme domestique, et Henri donc s'est frotté aux bonnes manières en quelque sorte, et visiblement par soutien de cette famille, il a pu commencer une carrière à Paris, et de fait j'ai retrouvé le magasin où il était employé, ça s'appelait au Soldat Laboureur, et j'ai même demandé à l'époque les archives du Soldat Laboureur, on m'a répondu qu'elle ne remontait pas à cette époque, et le magasin a maintenant disparu, mais il était dans le 14e arrondissement, pas très loin de l'endroit où Sylvie habite. Voilà. Donc maintenant c'est devenu un Monoprix, c'est très triste, mais c'était un magasin donc, où il était employé. Et ce magasin n'existe plus, mais les cousins avant me disaient qu'il avait laissé un petit pécule, cet Henri Dion, mais qu'il vivait avec une femme qui était partie avec l'argent. Voilà, bon, c'est normal, il n'était pas marié, enfin, voilà, sa bonne amie est partie avec l'argent qu'il avait amassé. Et on avait fait une photo de lui sur son lit de mort, mais je n'ai jamais trouvé cette photo. Voilà pour Henri. Mais dont le souvenir a marqué ses frères et sœurs, jusqu'à la génération suivante, on trouve des Henri et des Henriettes presque dans chaque branche. Sa sœur d'Aventon, Désirée, a appelé son fils, un de ses fils Henri. Chéri a appelé son fils aîné Henri. Et enfin, sa sœur Jeanne Aglaé, la sœur d'une autre sœur de Chéri, a appelé sa fille Henriette. On voit que le prénom s'est prolongé dans la famille, ce qui montre bien que cet Henri Dion, mort en 1864, a frappé quand même les contemporains. Quant à l'autre frère mort en jeune, j'ai finalement cette année retrouvé l'endroit où il était mort, grâce maintenant au miracle d'Internet, où il y a des listes de noms qui sont retranscrites, et il est mort à l'hôpital d'Angoulême. On met bien Stanislas Dion, mobile de la Vienne. Il est bien mort dans un hôpital, exactement ce que me disait Fernand. Et il est mort donc de maladie, en effet, à 21 ans. Voilà. Même pas, il allait avoir 22 ans. Voilà pour les 2 frères morts jeunes. Sinon, pour les frères, les autres frères, terminé. Louis l'aîné s'est installé à Lomézé, ce qui fait que nous ayons des cousins à Lomézé. Louisette en particulier. Ils sont nés, donc Madeleine était très amie avec Louisette Dion, qui avait vraiment été dans le nord du département. La branche de Jeanne Aglaé, c'est la branche des Herminiers. C'est comme ça que nous sommes cousins de l'abbé Herminier, de Georges Herminier, critique littéraire, qui travaillait au Masque et la Plume, et qui a donné son nom à prix de critique théâtrale. Lui, Désiré et eux, cette fille, s'est installé à Aventon, près de Poitiers, et là, il y a des descendances nombreuses à Aventon. Et je remarque simplement que Désiré appelait ses 2 enfants, Benjamin et Henri, le nom des 2 frères morts. Voilà. Enfin, on termine avec le dernier frère qui s'appelle Joseph, qu'on appelle le père José, et qui était garde champêtre à Mazerolles, qui est resté célibataire. Voilà le milieu d'origine de Jean-Baptiste. Et alors, Chéri, donc pas Jean-Baptiste Chéri, fait son tour de France, je ne sais pas comment, il part vers 1868, par là, 69. Et là, visiblement, il prend un horizon nouveau le Tour de France, c'est, comme on l'indique, un Tour de France, on apprend son métier, on a une sorte d'emploi garanti quand on arrive dans une ville, c'est-à-dire qu'on est nourri, logé, et s'il y a des chantiers, on vous les réserve en quelque sorte, et on apprend en même temps le métier sur le tas. Et on a des cours de dessin, on appelle ça l'école de dessin, et là, j'ai un
cahier qui est du grand-père Chéry. Hein. On voit des... on pouvait le regarder tout à l'heure. Hein, c'est en 1872, c'est un simple Tour de France, où il apprend la surface des polygones réguliers, la mesure pour méthodiquement les bois ronds, pour mesurer les bois ronds, mesure des bois ronds, règles d'intérêt, voilà. Donc c'est un cahier de cours hein, que nous avons encore, tenu par le grand-père Chéry. Et il avait évidemment, comme tout compagnon du devoir, un surnom, et c'était le soutien des Bourgognons. Et il avait sa cale, alors que c'est encore le Lucas, je pense que je l'avance pas tout à l'heure. Et j'avais même pu obtenir à Tours, où visiblement il était basé quand même beaucoup à Tours, un texte comme quoi il s'est retiré de la société avec honneur, parce que quand on quittait les compagnons, il fallait bien quand même se lancer dans la vie, on réalisait un chef-d'œuvre, et en même temps on avait une sorte de quitus pour sortir de la compagnie. Il avait en effet pu prendre l'honorariat à partir de 1874. Donc pendant 6 ans environ, il a fait le tour de France, 6 ans qui ont été interrompus par la guerre 70. On a dit tout à l'heure, son frère il était mort, lui-même est mobilisé comme mobile. Alors les mobiles, c'est une sorte d'armée supplétive qui a un peu levé en catastrophe, qui n'a pas été très efficace. Et ce qu'on sait par c'est mon père qui a dit ça, c'est que pendant il a participé donc, à la défense de Paris. L'armistice a eu lieu. À ce moment-là, la circulation peut reprendre. On va négocier le traité de paix, mais les Allemands restent autour de Paris et il aurait construit des baraquements. Et les Allemands lui demandaient de chanter la Marseillaise. Voilà, donc cette image à la fois poignante d'un pays vaincu et en même temps de l'amitié, de la contact entre Français et Allemands, a toujours élu le grand-père Chéry chantant la Marseillaise devant les Allemands en 1871. Alors il rentre et puis il termine son tour de France et d'après Fernand, il avait participé à la construction de l'Opéra de Paris. Et l'Opéra de Paris qu'on est achevé en 1874 et il aurait dirigé le chantier pour placer au sommet de l'Opéra de Paris une statue qui clôt en quelque sorte l'Opéra de Paris. C'est le grand-père Chéry qui a donc achevé, alors évidemment c'est pas lui, il n'est qu'un humain oublié, en fait il a contribué à achever l'Opéra de Paris donc, par ses travaux. Et en 1874, donc il rentre à Massroy, là il va se marier, hein, après avoir fait ce Tour de France, il a 29 ans, et changement dans sa vie, après avoir fait le Tour de France, il quitte le bourg et s'installe au pont. Et c'est par son mariage qu'il s'installe au pont du Sac. Alors qu'on a encore sa maison existe encore, hein, la maison natale de Chéry, en face de l'église, c'était celle de l'abbé Lavigné qu'on avait hérité. Il l'a léguée à son filleul, donc elle est un peu en quelque sorte toujours dans la famille, la maison natale du grand-père Chéry. Et là, il s'installe au pont, il va y faire construire une maison, c'est celle de Loïc, hein, encore maintenant, donc c'est toujours dans la famille. Et d'ailleurs, sur le terrain qu'il fait construire, à l'origine, il voulait la faire construire plus haut pour éviter les inondations de la Vienne. Et puis les ouvriers ayant commencé dans la journée le terrassement, le soir, quand le grand-père Chéry rentre du travail, il n'a pas osé leur dire de recommencer à zéro. Ils étaient épuisés à creuser, et donc il a dit, bah tant pis, maintenant vous avez fait le terrassement, on va la faire à l'emplacement où elle est. Donc elle est au bord de la route, hein, cette maison. Et c'est vrai que parfois, maintenant c'est presque fini, mais elle a été plusieurs fois inondée, hein, Loïc. La dernière fois c'est 92 encore, oui. 92 encore. C'est pas si loin, ouais. Et ça, c'est à cause de la gentillesse de grand-père Chéry. Alors, il se marie avec Marie Blanche, celle qu'on appelle Marie Blanche. En fait, c'est Marie Lognon, mais c'est la fille du père Blanc. Le fameux père Blanc dont on parlait, c'est Sylvain Lognon. C'est lui qui a la maison où vous habitez, Sylvie et Arthur, hein, c'est votre maison, donc c'est la maison du père Blanc. Et Sylvain Lognon a une fille, et on l'appelle la Marie Blanche, assez logiquement, c'est la fille du père Blanc. Alors pourquoi l'appelle-t-on le père Blanc? Parce qu'il travaille au moulin. Il est gouverneur de Paris, et il a gagné ce surnom de père Blanc. Donc lui, il n'avait pas beaucoup à faire de trajet entre notre maison et le moulin pour aller travailler. Et Marie n'a que 20 ans, donc elle est très jeune, mais on sent qu'elle va quand même donner dans le mariage, il y a une sorte de, on sent bien, d'accord qui a dû se constituer. C'est-à-dire que le grand-père Chéry exerce son métier de charpentier, mais elle veut ouvrir une auberge. Et l'auberge vient d'elle. Alors pourquoi ça vient d'elle? Ça vient de sa mère, en fait. Elle a perdu très tôt, elle a perdu sa mère à 14 ans, Marie Lognon, visiblement, semble-t-il, de la tuberculose. Et cette mère s'appelait Joséphine Debiard, mais en famille, toujours deux prénoms encore. Son prénom familial, c'était Émilie. Ça aussi, j'ai fini par le comprendre. Et cette Émilie Debiard est morte très jeune, personne ne m'en parlait. Et puis un jour,
Alors que j'avais plusieurs fois posé des questions sur Émilie de Biard, Marguerite, votre grand-mère, m'a dit qu'en mourant, elle s'angoissait de l'avenir de ses enfants. Tout d'un coup, c'est sorti comme ça au tard de la conversation. Et évidemment, elle n'avait que 37 ans, elle laissait ses deux enfants très jeunes, de 14 et 11 ans, et s'inquiétait évidemment du sort de l'enfant, ce qui est naturel. Et chez toi, on a retrouvé des sabots, et je me suis toujours demandé si ces sabots, très jolis sabots que j'ai là, n'étaient pas gardés par son mari, qui ne s'est jamais remarié. Le mari ne s'est jamais remarié, de toute façon, un peu romantique, je pense qu'il a gardé les sabots de sa femme. Alors, en tout cas, Marie, pourquoi est-elle tentée par l'aventure de l'auberge? C'est que son oncle et tantes ont tenu l'auberge. Alors, elle a un oncle qui s'appelle Jean-Baptiste de Biard, on pense que c'est le nom de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, ça fait un peu fortune. Il avait une auberge au Pont du Sac, c'est le premier de Biard après le Pont du Sac. Et ensuite, il s'est installé à Poitiers. Et là, cette famille a prospéré. Et ma grande chance, c'est de retrouver un descendant des de Biard, qui a retrouvé beaucoup de documents sur sa propre famille, qui est passionné de généalogie, Adrien de Biard. Je l'ai encore appelé hier, elle a 87 ans, et même enfant avait recueilli des vieilles photos de famille, et on a pu compléter nos deux mémoires en quelque sorte, et ça a coïncidé, comme un peu. Et Jean-Baptiste de Biard, donc, était un entrepreneur, on peut dire. Et il a laissé sa sœur Louise de Biard-Bouton, et cette Louise de Biard a visiblement élevé Marie de Lyon, et elle tenait l'auberge. Et donc Marie de Lyon, enfant, a pu quitter Tessigny, son père était veuf, et elle venait aider visiblement sa tante à l'auberge, et sa tante elle-même est morte au moment d'un dixième accouchement, et je pense qu'elle était traumatisée par cela, et dès qu'elle a été en âge de faire, elle a voulu reprendre l'auberge. Et cette auberge, ça a été, il faut le reconnaître, plutôt un échec. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, elle n'a pas pu, elle était trop jeune, elle a eu des 2 naissances, donc une jeune femme de 20-21 ans, tenir une auberge, son mari étant charpentier travaillant. C'est vrai que c'était évidemment trop difficile. Et c'est un jour Madeleine qui m'a dit ça allait à volo. Madeleine m'a dit ça un peu brutalement. Madeleine Guimond, elle m'a dit oui, ça allait à volo cette auberge. Ça n'a pas tenu. Mais dans le souvenir, elle devait en parler tout le temps à ses enfants, le souvenir est resté. Et il en est resté une table que j'ai là, chez moi, j'ai récupéré chez mon Henriette la table de l'auberge. Une table de bois brut, pour ça qu'elle est mouvante. Et puis on a resté un mazagran, elle a donné à chacun de ses enfants un mazagran. Alors, je sais que Jean-Pierre en a un, moi j'en ai un et normalement, vous devriez avoir un mazagran, les autres branches. C'était donc une sorte de bol à café avec un livret bleu, qui est le souvenir de cette auberge, qui était donc au pont, à côté de l'auberge Chandeau, un petit peu en remontant, qui était là sur le pont. Et donc là, c'est une souffrance évidemment pour elle. Je pense que c'est un peu aigrie. Et les souvenirs que j'ai recueillis de notre arrière-grand-mère, c'est qu'elle était plutôt parfois un peu colérique. Alors que d'habitude on a le souvenir de grand-mère gentille qui embrasse tout le monde. Là, par exemple, Henri Pion avait un jour ramassé des escargots pour la cuisine, et sans prévenir sa mère, les escargots pour les traiter, pour les faire dégorger, et de rage, comme ça, mis devant le fait accompli, elle a écrasé avec ce salaud les escargots, un acte de colère. Et Madeleine me racontait qu'aussi elle voulait, petite, elle voulait prendre une petite chauffette, sa grand-mère lui a arraché des mains la chauffette. C'était une femme assez forte personnalité, et qui devait un peu craindre ses enfants. Et puis Michel Fuseau m'avait dit qu'il y avait une porte qui avait cassé parce que ses enfants s'étaient enfermés, et que le grand-père était rentré le soir, il y avait une porte à refaire, donc il n'était pas très content. Donc voilà, c'était quelqu'un qui avait une forte personnalité, Marie, on évoque le grand-père chéri, donc normal d'évoquer son épouse quand même, il ne se laissait pas faire. Et il a eu 9 enfants, et je constate que c'est un euphémisme, un truisme, elle n'a pas eu 10 enfants. Et pourquoi je souligne cela, c'est que sa grand-mère était morte en accouchant du 10e enfant, sa tante est morte en accouchant du 10e enfant, et évidemment tout d'un coup je me suis dit, mais elle le savait, elle ne pouvait pas l'ignorer, et elle n'a pas voulu du 10e enfant. Donc elle s'est arrivée avec Marie. Tu m'étonnes. Et elle n'a eu que 9 enfants, c'est pas hasard quand même. Ce chiffre de 9 enfants. Alors, ensuite le couple, donc, j'ai évoqué leurs différents enfants, ils ont beaucoup travaillé, visiblement donc, le couple a été assez harmonieux, mais là aussi on va un peu peut-être briser l'image d'une famille adorable, tous sont restés très liés, mais visiblement chaque enfant a un peu mal vécu son enfance, puisque chacun n'a eu qu'un enfant unique. C'est une famille nombreuse, c'est une famille frappant, mais aucun enfant unique, ce qui quand même montre qu'ils n'ont peut-être pas été si heureux que cela de cette famille si nombreuse. Alors le seul qui a eu 2 enfants, c'est l'aîné Henri, mais le drame, c'est que ni André ni Henriette, ces 2 enfants, n'ont eu eux-mêmes d'enfants, et la branche d'Henri, le seul qui avait été prolifique, c'est Jeanne, c'est elle qui a été le juif. Donc, voilà. Alors, le drame à la fin de la famille, donc ça a été la mort de ses 2 enfants en bas âge, et puis Frédéric Dion qui meurt donc en 1914, et lui aussi, on ne sait pas ce qu'il devient. Il est porté disparu en décembre 1914, à la fin de ce qu'on appelle la guerre de mouvement, il est tué à Anspot en Belgique.
donc au moment où le front se stabilise en décembre 1914, on ne retrouve pas son corps, et on retrouve simplement une montre. Et ça, on n'a jamais su pourquoi la montre de Frédéric était réapparue. Et grâce à toi, Jean-Pierre, j'ai pu lire la correspondance échangée entre Marie et Fernand. Et Marie Maquis, sa grand-mère, a écrit, mais on a retrouvé la montre de Frédéric. On nous a retransmis la montre de Frédéric. On ne sait pas comment il nous est arrivé. On espère toujours qu'il soit vivant. Alors, mon grand-père Albert, à l'époque, était gendarme, a essayé d'enquêter auprès des autorités suisses. On espère qu'il soit prisonnier. Pas de nouvelles. Et finalement, c'est seulement en 1919 qu'il a été officiellement déclaré mort, ce qui fait qu'à la fin de sa vie, Chéri se retrouve dans la situation de sa mère, c'est-à-dire qu'en espérant le retour de son fils. Sa mère avait vécu dans l'espoir du retour du père, en quelque sorte, le cycle était clos, il a lui-même vécu dans cette angoisse. Et évidemment, la guerre, avec le recul, la guerre l'a beaucoup marqué. Un petit-fils d'un homme disparu dans la guerre de Napoléon, lui-même ayant fait la guerre de 70, un fils qui disparaît dans la guerre de 14, c'est vrai que c'est assez frappant quand même le poids des guerres dans la vie de Chéri. Et du coup, les parents ne sont pas vraiment remis, donc Marie meurt à 62 ans, précocement, ce qui sera l'âge de mon père et d'Alain, à peu près, du cœur, me semble-t-il, avec douleur à l'épaule gauche, et l'année suivante, donc son mari meurt, frappé d'une congestion cérébrale sur une échelle, m'avait dit Fernand, et il avait à rattraper et allongé. Il a le temps de demander à voir encore Madeleine, ses petits-enfants. Madeleine donc était au Gachard, transportée pour voir le grand-père une dernière fois, et donc il meurt le 19 mai 1918, et le jour de l'enterrement, mon père me disait que la foudre avait frappé le clocher, qu'il y avait un orage terrible, c'est un peu comme la mort du Christ, les ciels se déchirent, le fils de Charpentier, donc c'est un peu comparable, même le clocher s'était effondré. Alors là, je trouvais mon père un peu exagéré, et j'ai pu retrouver mention de fait, mention d'un rapport archéologique disant qu'en effet, la foudre avait frappé le clocher de Mazerolles et que des parties du clocher étaient tombées. Donc voilà, il meurt il est enterré dans une espèce d'apothéose de fin du monde, et par la suite, tous ceux qui avaient vécu cette période ont eu le sentiment que c'était la fin d'un âge d'or. Et la famille recevait beaucoup. Marie avait gardé de l'époque de l'auberge le goût de la réception, de recevoir comme ça tous ses cousins. Et Fernand m'avait dit, d'autres étaient arrivés après la guerre, il vivait seul avec sa sœur, ils étaient jeunes, ils avaient une vingtaine d'années, et Fernand et Marie ont dit non, on ne reçoit plus, ils n'avaient plus la capacité, évidemment, ils vivaient avec peu de moyens. À l'époque, il n'y avait pas de soutien, ils étaient orphelins tous les deux, ils n'ont pas pu accueillir autant la famille lointaine, les devient un peu éloignés d'eux désormais, et c'était vraiment la fin d'un monde. Et je terminerai en disant qu'on a planté sur la tombe de Chéri un petit buis, comme souvent au moment des rameaux, on plante des buis sur les tombes, et ce buis a pris le signe d'une vitalité extraordinaire, et le buis existe encore. Alors, il a été touché par une horrible maladie qui touche les buis, donc je l'ai un peu soigné, il a l'air de repartir, voilà, et c'est un peu le symbole d'une vie qui est avec nous, continue. Voilà. Quelle mémoire! Regarde, on sourit. Attends. De rien. Emmanuel. Bravo Emmanuel, bravo à toi. Bravo. Merci. Oui, à l'intérieur avec Hélène. Allez. J'ai la pensée.